Voilà, nous passons donc à la classe littéraire et nous avons le plaisir d'accueillir Armel Job aujourd'hui parmi nous. Je passe immédiatement la parole à Gabriel Ringuet pour l'accueillir en notre nom à tous. Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, Monsieur, en m'adressant à vous de cette manière fixée par nos usages, je vais même dire figée par nos usages, j'essaye de m'imaginer Monsieur Job en train de traire une vache avec un savoir-faire et une dextérité qui ne sont pas donnés à tous les sociétaires de notre compagnie. Vous savez traire une vache. On pourrait dire qu'il n'y a là rien d'exceptionnel et que bien des gens de la Terre se sont initiés à ce toucher subtil largement désapprouvé par nos autorités sanitaires au temps du corona. Elles ont donc encouragé la traite informatique répandue bien avant la pandémie. Mais vous, c'est différent, parce que, je cite, « Quand je traise une vache, avez-vous dit un jour, je m'endors quelquefois à cause du lait et de la chaleur de la bête. » J'espère que vous avez toutes et tous sous les yeux l'image de notre académicien sur son petit trépied et que vous voyez où il va chercher son inspiration. À moins qu'il ne choisisse ce siège et cet endroit pour rendre son oracle comme la Pythie à Delphes. Personnellement, je trouve plutôt encourageant qu'un de nos éminents romanciers soit capable de penser endormi sous le pic d'une vache. Mais vous pensez aussi, monsieur, dans votre grand jardin biologique, où vous cultivez une belle diversité de légumes 100% naturels. Non seulement vous pêchez, vous semez, vous coupez du bois de chauffage, mais vous épurez aussi les eaux usées grâce à la mise au point d'un important système de lagunage. Nous sommes au cœur de votre travail littéraire. Car ce jardin est plus qu'un jardin, bien plus qu'une détente dans l'équilibre d'une vie, mais la métaphore d'une ruralité si présente dans votre œuvre, parce que beaucoup de vos romans ne quittent pas ce jardin qui se prolonge de Bastogne jusqu'à Liège, en nous entraînant de village en village dans des lieux bien identifiés que nous pouvons encore fréquenter aujourd'hui. Mais cette ruralité qui vous tient tant à cœur n'est pas que nostalgique ou sentimentale. Comme Lucien Guissard, votre prédécesseur ardennais dans notre compagnie, vous pourriez vous moquer, je cite, des terriens du dimanche en mal de bucolisme. La ruralité intérieure, c'est autre chose. Le mystère du monde est tout entier dans la géographie d'un village ardennais, dit encore Lucien Guissard, qui a raconté comme vous, je cite, ce petit peuple du silence dont on n'a jamais parlé vraiment. Je crois que le mystère du monde se tient tout entier dans ce village qui traverse vos livres, comme le plus important peut-être de vos personnages. Et dans ce village, au-delà du village, vous donnez la parole à des gens de tous les jours, bien trop absents, dites-vous, de la littérature. Il y a d'abord là une fidélité à vos origines. Vous êtes né à Aide, près de Beaumal, et vous avez grandi dans un milieu d'artisans. Votre grand-père était marchand de chevaux, votre père matelassier, puis marchand de céréales. Et on parle wallon à la maison, ce dont vous êtes très fiers. Mais dans cette chanson de la terre, il y a plus qu'un respect des origines, plus qu'un devoir de mémoire, plus qu'une urgence. Donner noblesse à des gens modestes et révéler surtout à quel point la complexité habite la ruralité. Oui, bien sûr, vous allez faire entendre la langue de chez nous,
faire déguster la bière de chez nous, montrer comment travaillent les artisans de chez nous. Le vocabulaire, comme la sensualité des métiers, vous colle à la plume. Mais au-delà de ce travail à la Maupassant, de cette parenté avec des conteurs du terroir comme Giono, Pagnol ou Cholet-Malechem, tout votre parcours littéraire est un éloge de l'inouï qui se cache dans les destins que l'on dit sans histoire. Ça n'existe pas pour vous, des hommes ou des femmes sans histoire. Mais pour les révéler, ces histoires parfois très secrètes, vous observez les fluctuations de l'âme humaine avec une précision d'entomologiste. Et si le noir souvent s'empare de vos personnages, vous avez l'art aussi de mettre en lumière ces éclats de bienveillance qui les rejoignent, cette petite bonté qui parfois se réveille même au cœur du pire. En quittant le village, le wallon, la maison, pour devenir interne au petit séminaire de Bastogne, vous avez en poche la passion du français. Ça, c'est l'instituteur. On aurait donc pu croire qu'après un secondaire marqué par cet amour-là, la philologie romane allait vous ouvrir les bras. Mais non, vous choisissez les classiques. Il y a Liège en plus. Quelle désillusion pour les autorités du séminaire de Bastogne, qui en principe n'achalandent que Louvain. Vous voilà donc diplômé de l'ULG, mais ce n'est qu'un début. Vous n'allez pas cesser d'explorer les langues et civilisations grecques et latines jusqu'à vous spécialiser en mycénologie, l'étude du syllabaire B, une écriture du 10e millénaire avant Jésus-Christ, poussée, dites-vous, par le goût de l'inutile. Et vous voilà de retour au collège de vos humanités, professeur de grec et de latin pendant 23 ans et directeur pendant 17 ans. Un directeur qui va livrer au passage cette confidence interpellante. Je constate que les élèves révoltés ont disparu. Par contre, des élèves en dépression, j'en rencontre chaque année. J'ai cru comprendre, monsieur le directeur, voyons, progresse, que l'animation d'une école passée sous votre houlette d'un séminaire de 500 garçons à un grand lycée mixte de 1600 élèves a été pour vous un long fleuve tranquille qui vous a même permis de vous reposer sur ces berges d'écriture puisque, vous en témoignez, votre vocation de romancier s'est révélée quand vous êtes devenu directeur. Vous aviez enfin le temps de vous adonner à des choses un peu plus sérieuses. Et là, l'écriture va s'emballer. En 2 décennies, une vingtaine de romans qui vont nous entraîner dans nombre de questions morales et philosophiques, comme la culpabilité, la responsabilité, le bon coupable, la résistance, l'héroïsme, la trahison, dans la gueule de la bête, la manipulation, de regrettables incidents, ou encore le pardon, et je serai toujours avec toi. Mais ces questions et bien d'autres, vous les posez en situation concrète, rejoignant souvent une actualité brûlante qui, sous votre plume, ne vieillira pas. Car quand on relit vos ouvrages quelques années après leur parution, et alors que le fait déclencheur s'est largement estompé, le roman, lui, tient encore la distance. C'est que vous avez l'art d'universaliser le point de départ, comme si, en prenant de l'âge, votre texte nous offrait la genèse d'une parabole. Par exemple, « Tu ne jugeras point », en 2009, évoque la disparition d'un enfant de 13 mois. Quand un tel fait divers, je mets des guillemets, surgit dans les bas-fonds du récit médiatique, on sait comme la mauvaise sensation peut chasser la bonne et prendre le pouvoir. Vous évitez ce piège en distillant le doute. Est-ce la mère qui a tué son bébé, comme le juge, intègre et pondéré, est appelé à le penser? Peut-être. Mais à chaque fois,
Vous attendez le lecteur au coin de la page avec ces deux mots que vous allez décliner de livre en livre, et pourtant, en son absence, 2017 parle aussi de disparition. On peut penser à l'affaire du Trou ou à un autre enlèvement tragique plus récent dans la région que vous habitez. Mais une fois encore, ce sont moins les faits eux-mêmes qui vous intéressent que l'angoisse de l'attente et les mécanismes ravageurs de la rumeur. Avec Loin des mosquées, vous touchez à une autre question de plus en plus présente dans les journaux, le crime d'honneur. Mais au-delà du récit des mariages arrangés dans une société multiculturelle, le roman parle surtout du courage des femmes que l'on veut soumises et qui ne le sont pas. Vos derniers livres en date, Une femme que j'aimais, Une drôle de fille, La disparue de l'île Montsaint, rejoignent d'autres questions fort débattues aujourd'hui. L'adoption, le harcèlement, la vie après un traumatisme d'enfance, des questions rudes et délicates où l'innocence vient se blesser au pays du non-dit. On reconnaît les grands romanciers faits diversiers quand ils parviennent vraiment à faire entrer le plus petit fait divers dans la grande histoire du quotidien. Sartre lui-même invitait à explorer cette auberge espagnole du crime, lorsque, penché sur le berceau du Nouvel Observateur, il recommande à la toute jeune publication, je cite, de disputer à la droite la béquée des faits divers. Pas étonnant alors que vous portiez au nu la littérature russe, elle sait y faire sur ce terrain-là, et que vous aimiez tellement Kundera, dont les personnages, je vous cite, ne sont pas prisonniers d'une psychologie qu'on aura comprise au bout de 20 pages. Le roman, toujours Kundera, doit être une énigme et un paradoxe. Et puis Simenon, bien sûr, mais en moins noir, en plus chirurgical, Mauriac aussi, au sens où il y a chez vous quelque chose du médecin légiste dans votre manière d'autopsier l'âme humaine et d'examiner la conscience sous toutes ses coutures, y compris, et peut-être même en premier, la mauvaise conscience. C'est la mauvaise conscience qui rend la vie intéressante, dites-vous, pas la bonne conscience des gens qui ne se posent pas de questions et qui manifestent en hurlant devant le monastère où se trouve Michel Martin, sans interroger la part sombre qui est en eux. Et pour interroger cette part sombre, vous appliquez aussi le conseil que Gide donnait à Simenon. Pas de littérature. Il n'a pas dit pas d'écriture. Mais aller droit au but. Le thriller psychologique aux allures policières évacue les fioritures. Pour créer un suspense savamment dosé, vous travaillez à l'ancienne, dites-vous, avec une sobriété qui donne force et dynamisme à la trame narrative. Avec ce souci toujours tellement au cœur de vos romans de briser les apparences, de pourfendre les idées reçues, de rapprocher les offenseurs et les offensés et de distiller l'air de rien, de petites touches de désordre dans des quartiers, des villages, des familles que l'on dit si tranquilles. Mais non, et vous allez prendre plaisir à nous montrer de livre en livre la vie la plus simple et complexe, énigmatique et mystérieuse. Ces trois mots-là, complexe, énigmatique, mystérieuse, on peut les appliquer en particulier aux femmes si intensément présentes tout au long de votre œuvre. Dès les premiers romans, la femme manquée, baigneuse nue sur un rocher, Helena Vanek, en passant par les surprenants mystères de Sainte Freya, jusqu'aux très belles figures d'Olga et de Vika dans de regrettables incidents, vous nous offrez de superbes portraits de femmes
charnels, plutôt tourmentés, que vous allez rejoindre à travers leur silence, leurs entêtements, leur détermination et surtout leur mystère. Autre chemin pour rejoindre le mystère, le théâtre philosophique et même à bien des égards théologique. On songe bien sûr à l'évasion de Socrate et votre éloge, votre très bel éloge de la sainteté laïque, à la mort pour Marraine, où vous revisitez un conte des frères Grimm avec le souhait de permettre à des élèves du secondaire de mieux pénétrer des thématiques comme le deuil, la passion amoureuse ou l'acharnement thérapeutique, ou encore le Concile de Jérusalem, où vous mettez en scène Paul, Pierre et Jacques à l'heure du grand débat qui a secoué l'Église primitive à propos de l'ouverture de l'Évangile aux païens. Et puis, tout récemment, non encore édité, mais vous me l'avez dit tout à l'heure, qui sera lu sur scène en novembre, La femme de Saint-Augustin, où vous réécrivez, à partir des confessions de Saint-Augustin, l'histoire incroyablement moderne de cet homme marié, père de famille, devenu prêtre, évêque et docteur de l'Église. Mais ce qui me rejoint plus encore, quand vous vous aventurez en théologie, et même en exégèse, c'est la subtilité pleine d'humour avec laquelle vous venez vous glisser un peu à la manière de Jean Grosjean dans les failles du texte biblique ou les interstices de l'institution ecclésiale. Ainsi, dans les mystères de Sainte Fréa, vous vous demandez si les béatifications catholiques méritent toujours le label de canonisation vaticane contrôlée. C'est qu'à la fin du pontificat de Jean-Paul II, très actif sur ce terrain, le pape a eu l'excellente idée de canoniser sœur Fréa, une religieuse belge particulièrement dévouée envers les défavorisés. On a beaucoup trop peu évoqué cette canonisation en Belgique. On parle toujours de sœur Emmanuelle parce qu'elle est française, mais croyez-moi, sœur Fréa mérite largement la comparaison. Inutile de vous dire que pour une fois, Flamands, Wallons et Bruxellois sont d'accord, sœur Fréa est une gloire nationale. Et quelle chance pour Monseigneur Van Cam, tout fraîchement élu, de découvrir une sainte dans son diocèse. L'évêque n'est pas encore remis des festivités qui se sont déroulées place Saint-Pierre, qu'il reçoit un email particulièrement troublant. Fréa était une salope. Vous imaginez? D'autant plus que le corbeau s'empresse de révéler la vie secrète de la religieuse à la presse. Comment le faire taire? Parce que la situation est terrifiante. Vous voyez ça ici. Une erreur de canonisation. Mais c'est la ruine de l'infaillibilité pontificale. Pas de panique. On peut faire confiance aux ressources inépuisables de l'Église catholique. C'était juste pour vous mettre en appétit. Si vous n'avez pas encore lu, on devine, rien qu'à travers cette courte évocation, que vous approchez la foi, la religion, la Bible, les eaux amères par exemple, ou encore les évangiles, avec beaucoup d'humour, en toute liberté de pensée, convaincu, j'aime beaucoup cela, que la perplexité est le fondement même de l'attitude religieuse. Et pour le montrer, vous allez vous intéresser en particulier à ceux dont on parle très peu dans les textes inspirés. Le frère du fils prodigue, par exemple. Ça vaut vraiment la peine de l'écouter, ce garçon-là. Bien sûr qu'il était jaloux de son frère injustement choyé, mais c'est à son père surtout qu'il en voulait. Et quand il est reparti, le fils prodigue, parce qu'il est reparti, alors là, l'aîné a craqué devant la douleur du père. Et il a même pensé que le jour où son père mourrait, et où son frère reviendrait pour la seconde fois, que ce jour-là, ils seraient tous les deux tellement accablés
qu'il arriverait sans doute lui aussi à pardonner à son cadet et peut-être même à l'aimer. Avouez que Jésus aurait pu inventer celle-là, la conversion du frère du fils prodigue. Je ne vous cache pas que ma préférence parmi tous ces personnages secondaires à qui vous offrez une nouvelle vie concerne la femme de Saint-Pierre, encore une femme. Ainsi, vous nous racontez la vie quotidienne de cette jeune épouse et mère de famille que l'Évangile ne connaît qu'en 3 lignes à travers sa belle-mère. Elle en a pourtant des choses à dire à son Simon de mari, parce que c'est bien beau d'abandonner la vaisselle et de courir avec quelques copains spirituellement volages derrière un illuminé qui attire les plus miséreux. Mais la maison, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle devient? Alors elle ne s'en cache pas, la femme de Simon. Elle prie le Tout-Puissant qui lui rende son mari. Et le Tout-Puissant l'exauce. Le voilà qui rentre, Simon, dépité, à la traîne, portant un glaive romain attaché à un baudrier, lui qui détestait les armes. Il s'est arrêté devant moi, confie-t-elle, un peu ému quand même. Il a penché la tête et a jeté son glaive par terre. Puis il m'a tiré contre lui en balbutiant « C'est fini, tout est fini maintenant. Le Messie a été arrêté et exécuté par les Romains. » Une joie enivrante m'a inondé le cœur. Notez qu'elle n'est pas au bout de ses surprises, l'épouse de Simon. Un jour qu'il avait repris ses filets, enfin il était temps, le voilà qui rentre à la maison rayonnant. On l'a vu sur la plage, il est vivant. Il a dormi quelques heures, puis il a préparé sa besace et il a dit qu'il repartait pour Jérusalem. Je sais qu'il ne reviendra pas, car il m'a demandé de l'accompagner. Je n'irai pas à Jérusalem. Je suis la femme de Simon, pas la femme de Pierre. Et j'attends un second enfant. Cette imagination a fertilisé le mystère. On va la retrouver dans un texte inédit de 2011. Cette année-là, à l'occasion du Vendredi Saint, je vous ai demandé de réécrire la Passion, très librement, pour le prieuré de Malève-Sainte-Marie. C'était bien avant Soif d'Amélie Nothomb, mais les 2 textes décapants ont quelques parentés. Dans l'interprétation que vous nous avez offerte, Jésus meurt incroyant, si j'ose dire. Pourquoi m'as-tu laissé tomber? C'est fichu, dites-vous. Il a perdu confiance et meurt désespéré en se rendant compte qu'il s'est planté depuis le début. Mais un peu de lumière va venir malgré tout à travers le personnage de Joseph d'Arimathie. Joseph, d'abord profondément découragé à force de ressasser tous ces événements, se dit que dans le fond, qui sait, Dieu a peut-être changé de camp, c'est ça. Il est passé du côté des faibles, dans le rang des massacrés. Celui qu'il appelait Abba l'a sans doute ému finalement. Il a fini par le convaincre. Il l'a converti à la douceur. Mais il a été la première victime de cette conversion. En n'intervenant pas dans la mort de son fils, Dieu a donné raison à Jésus contre le Dieu qu'il avait été si souvent. Donc, en bref, et je crois vous avoir bien lu, c'est le Fils qui convertit le Père à son insu. Jésus, en mourant, ne sait pas qu'il a sauvé Abba. Je trouve que c'est une très très grande relecture de la Passion. Je ne voudrais pas terminer cet éloge, monsieur, cher Armel, sans vous remercier d'avoir enfin rendu ces lettres de noble impertinence à mon saint patron. Parce que dans votre monologue « L'ange Gabriel », vous êtes un des rares écrivains à avoir remarqué que l'ange Gabriel avait le blues. Et il y a de quoi.
3 missions en 2600 ans. La première du côté juif avec Daniel, la seconde du côté judéo-chrétien avec Marie, la troisième du côté musulman avec Mahomet. Gabriel, au carrefour des 3 monothéismes, c'est déjà un très bon début. Un Gabriel qui, à travers une initiative personnelle tout à fait secrète, sinon nous ne serions pas chez Armel Job, tente de venir expliquer sur terre le désarroi de Dieu quand il voit ce que les hommes ont fait de lui. Je cède la parole à Gabriel. Vous savez ce qu'il nous a dit dernièrement? Je préfère qu'on ne croie pas en moi. Tout, plutôt que de passer pour cette affreuse idole que les hommes brandissent. Et comme on se récriait en cœur, naturellement, il a ajouté « Finalement, j'aime encore mieux les athées. Au moins, eux ne croient pas en ce que je ne suis pas. » Puis il s'est retiré dans ses appartements. Je vous le dis, nous les anges, nous craignons un Berland. Voilà, vous avez bien compris que je ne suis pas en mission. Je suis venu de moi-même. Dieu ne m'a rien demandé. Du coup, j'aimerais autant que vous ne parliez pas de ma visite. N'avez pas raconté que vous avez rencontré l'ange Gabriel, que tout ceci reste entre nous. Ma démarche est privée. Bien entendu, je n'ai informé aucune autorité religieuse. Je n'ai pas l'intention de me rendre dans les temples, les mosquées ou les synagogues. Ne voyez même pas l'ange en moi. C'est plutôt heureux que j'ai perdu mes ailes. Considérez, si ça vous chante, qu'elle n'était qu'un accessoire de théâtre, un simple déguisement. Ce serait mieux encore. Simplement, voyez-vous, Dieu, moi, je l'aime. Bien sûr, il reste un mystère, je ne prétends pas savoir qui il est, mais depuis le temps que je le fréquente, je crois au moins savoir qui il n'est pas. Et j'aimerais que vous pensiez quelquefois à lui, comme je vous l'ai montré, frêle, chancelant, menacé. Voilà, Amel, vous avez compris que je ne suis pas en mission cet après-midi, que tout ceci reste entre nous. Moi aussi, j'ai perdu mes ailes depuis longtemps. Considérez, si ça vous chante, que mon discours de réception n'était qu'un monologue de théâtre, un simple déguisement, ce serait encore mieux. Simplement, voyez-vous, vos romans, vos pièces de théâtre, moi, je les aime. Bien sûr, votre œuvre est un mystère et je ne prétends pas la connaître. Mais depuis le temps que je la fréquente, je crois savoir au moins qu'elle me révèle la part d'ombre qui est en moi. Vos livres m'ont encouragé à ne pas repousser l'obscur du quotidien, mais à accueillir au contraire la couleur de cette obscurité. Vous m'avez surtout rappelé que la bonté se cachait parfois dans ce noir-là et qu'un cœur fatigué pouvait aussi s'emplir de joie. Rien que pour cela, pour cette joie dans l'obscur, cette petite joie increvable qui vient parfois nous rejoindre au plus profond de notre puits, soyez le bienvenu, Armel, dans notre compagnie. Merci donc, cher Gabriel, pour ce portrait aussi revigorant qu'humoristique et, je pense, fidèle. Armel Job, vous occupez le siège de Georges Tinès et je vais vous céder tout de suite la parole pour évoquer le confrère. Merci. Merci de tout cœur, cher Gabriel, ces paroles très très généreuses. Mesdames et messieurs, si en dépit de cette hagiographie, vous restez étonnés de
de me voir à cette tribune, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Le premier étonné, c'est moi. En Belgique, vous le savez, on ne sollicite pas d'entrer à l'académie en rendant visite à chacun des académiciens. Ce sont les académiciens qui cooptent entre eux le mouvement. Comme ils sont d'un naturel farceur, régulièrement ils tombent sur le râle d'un pauvre homme qui jamais n'aurait conçu le présomptueux projet d'intégrer leur compagnie, et ils l'adoubent sans qu'il ait le temps de souffler ouf, sous prétexte, comme me l'affirma le regretté Jacques de Decker, que c'est un honneur qu'on ne refuse pas. Non seulement le récipiendaire se trouve agrégé à l'Académie, comme Jérémie devint prophète tout en protestant à Dieu qu'il ne savait pas parler, mais il occupera peut-être le siège d'un prédécesseur dont il se sent tout à fait incapable d'honorer la succession. Autant vous dire que c'est mon cas. Devant Georges Tinès, dont je vais occuper le siège, je me garderai soigneusement d'agir à la manière de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, car j'éclaterai plus sûrement encore que cette présomptueuse pécore. Georges Tinès fut un homme d'exception, devant lequel on se sent tout de suite réduit à la règle générale. En parcourant sa biographie, malgré tout, je me suis un peu réconforté en y trouvant quelques points communs pour ce qui est de l'enfance et des jeunes années. Georges Tinès est né en 1923 à Liège, ma ville de prédilection. Il passa son enfance en campine où son père était ingénieur dans les charbonnages. Il y fréquenta une école primaire qui ne comptait qu'une seule classe pour les 6 années. J'ai eu, moi aussi, la chance d'être écolier dans une pareille école où pendant 6 ans, l'enfant peut simultanément suivre l'enseignement des 6 années. Un système tellement efficace que nos pédagogues ont tout fait pour s'en débarrasser. Ensuite, Georges Tinès fut interne au collège Saint-Adelin de Visé. Comme je fus interne, pour ne pas dire interné, au séminaire de Bastogne, institution dans laquelle tous les élèves venaient faire l'unique provende des humanités gréco-latines. Toute sa vie, Georges Tinès resta fidèle, comme je le suis encore aujourd'hui, à la lecture quotidienne du latin et du grec. Il termina ses humanités à Bruxelles, où la famille avait déménagé, puis s'inscrivit en philosophie et lettres à la faculté Saint-Louis, comme je le ferai un quart de siècle plus tard à l'université de Liège. C'est là que nos voies lointainement semblables divergent définitivement. Après son engagement à la Royal Navy durant la guerre, Georges Tinès renonce à la philologie et s'oriente vers la psychologie, où il deviendra bientôt un spécialiste de renommée mondiale dans le domaine de l'éthologie animale. L'éminent professeur d'université, dont les travaux seront récompensés par de multiples prix, conserva sienne durant toute sa vie la maxime qu'il avait lue certainement dans Terence: Homo sum et humani nihil ame alienum puto. Je suis un homme et rien d'humain ne m'est étranger à moi-même. En effet, excellent musicien, fondateur de l'orchestre symphonique de Louvain, il fut encore poète, nouvelliste, romancier, dramaturge, essayiste. Parcourir toute son œuvre littéraire
aurait représenté un travail de bénédictin et réclamé une abnégation de chartreux. Car, il faut bien le dire, la littérature de Georges Latinès est souvent très aride. Sa poésie en particulier s'apparente à une toile abstraite dont on se demande au moment de l'encadrer dans quel sens il faut la placer. Étant trop âgé pour entrer dans les ordres et ne pouvant me targuer que d'une modeste expérience de romancier, je me contenterai d'évoquer devant vous l'œuvre romanesque de Georges Latinès et en particulier son roman « Le tramway des officiers » qui lui valut le prix Rossel en 1977. En 1973. De la sorte, ma démarche aura tout de même un petit air scientifique, puisque comme Georges Latinès, dans son laboratoire, je vais essayer, à partir d'un échantillon particulièrement significatif, de donner une idée générale du génie propre de cet écrivain. Le tramway des officiers se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, dans une ville sous occupation allemande. Au début du roman, les principaux personnages, un groupe d'officiers allemands, sont affectés à une banale mission administrative. Chaque matin, ils se rendent au bureau par le tram de 8h04, sous l'œil froid des civils, parmi lesquels l'astronome Crespel, qui revient de l'observatoire. À la suite d'une attaque aérienne, Crespel, un certain docteur Lefort et le lieutenant Fuhrmann s'emploient ensemble à secourir une vieille dame. Et c'est ainsi que Crespel et le docteur Lefort deviennent des familiers des Allemands, au point que les collègues de Fuhrmann, les officiers allemands, s'installent dans la villa du médecin. Bientôt, il apparaît que les Allemands s'occupent en fait d'une opération secrète concernant rien moins que l'utilisation de certaines forces de la nature à des fins militaires. Crespel, en tant que scientifique et germanophile, se rallie avec enthousiasme au mystérieux projet, tandis que Lefort tombe sous le charme d'Hélène, une souris grise chargée du déchiffrement des codes secrets utilisés par les Alliés. Hélène devient la maîtresse du médecin. Manifestement, les Anglais ont eu vent du projet clandestin. Le groupe, en effet, est visé par les bombardements de la RAF qui mettent systématiquement à côté de la plaque et provoquent d'énormes dégâts collatéraux. Qui espionne les Allemands? Les conjurés n'ont de cesse que de dénicher et d'éliminer les informateurs des Anglais. Cette chasse à l'homme et l'avancement du projet secret constituent l'essentiel de l'intrigue du tramway des officiers. Je laisse ceux parmi vous qui, mis en appétit, le souhaiteraient découvrir dans la belle édition d'Espace Nord les nombreuses péripéties qui entraînent le lecteur jusqu'à l'arrivée des Alliés, la fin de l'aventure et la dislocation du groupe. Avec une telle matière, un romancier moyennement doué peut fabriquer un bon roman. Cependant, le lecteur qui s'embarque en compagnie de Georges Latinès constate très rapidement que l'auteur s'emploie bientôt à faire voler en éclats un à un tous les repères de l'amateur de littérature romanesque. Commençons par le décor du roman. Le lecteur, tout naturellement, a envie de savoir tout de suite où se passe l'action. En gros, il y a deux possibilités. Soit le lieu est réel, soit il est fictif. Comme le tramway débouche dès les premières lignes de l'avenue Houzeau,
venant de l'Observatoire et se dirige vers le boulevard Poincaré. Le lecteur bruxellois, Uclois plus précisément, reconnaît illico sa ville et se félicite que l'auteur n'ait pas sacrifié à l'habitude de bien des littérateurs belges de délocaliser l'action en France, à Paris de préférence. Mais, à peine quelques chapitres plus loin, notre lecteur est obligé de revoir ses positions. Manifestement, le tramway qui a poursuivi sa route se retrouve, Dieu sait comment, dans une ville de province française. Comme si Georges Tinès s'amusait de la perplexité qu'il crée chez son lecteur, il prend plaisir à multiplier les noms des localités où le tramway s'est aventuré, qu'il affuble de toponymes de son invention à consonance provinciale. Il va jusqu'à indiquer la distance kilométrique qui les sépare et se paye les gants, même quelquefois au milieu de multiples ménules bois secs, mormilles et autres rubemprés sortis de son chapeau, d'insérer des villes bien réelles comme Villers-Cotterêts, Varennes ou Béthune. Le lecteur est donc d'emblée frustré de son désir le plus spontané, savoir où on se trouve. Il aurait admis sans peine que le roman se déroule uniquement dans des lieux fictifs. Le problème, c'est qu'il a d'abord été déposé à un arrêt de tram qu'il a peut-être fréquenté lui-même, et que brusquement cet arrêt semble s'être transporté dans un lieu qu'il ne connaît pas et qui manifestement n'existe pas. La convention la plus élémentaire entre l'auteur et celui à qui il s'adresse est donc rompue. Le lecteur, désarçonné, va-t-il pouvoir se raccrocher aux autres usages du roman? Par exemple, le temps, le moment de l'action. Là aussi, Georges Tinès a commencé de manière très rassurante. À la page 2, il nous dit que nous sommes le 15 septembre 1940 à 8h04 du matin. On peut être plus précis, mais c'est trop beau pour être vrai. L'action qui suit dans le roman, en effet, est censée se dérouler sur les 4 longues années qui ont précédé l'arrivée des Alliés en 1944. Mais il apparaît rapidement que l'auteur a décidé de sauter des étapes, comme s'il trouvait le déroulement de la guerre beaucoup trop lent à son goût. Ainsi, à partir des faits rigoureusement pointés en septembre 1940, il indique, au mépris total du calendrier, que 11 mois plus tard, on est prié de se trouver en septembre 1942. Puis, il avance allègrement de 4 mois jusqu'en janvier 1943, et là, surprise, pas question d'attendre plus longtemps, les Alliés sont déjà en place, plus d'1 an à l'avance. Ce n'est pas tout. Pas de lieu fixe, pas de chronologie, mais la narration elle-même réserve des surprises. Bien qu'il ait commencé le roman comme une relation directe des événements au jour le jour, tout à coup, l'auteur abandonne le fil du récit. Il laisse entendre désormais que les faits qu'il rapporte ne sont pas de son cru, mais qu'ils résultent d'une enquête ultérieure qu'il aurait menée dans les années 50, au cours de laquelle il aurait eu des conversations avec un certain Dietrich qui aurait suivi l'affaire de loin pendant la guerre. Du style direct, on passe donc sans crier gare, au style indirect, d'une sorte de roman d'aventure à une très sérieuse enquête historique. Voilà donc un narrateur bien curieux qui nous ménage guère. Mais au fait, qui est-il ce narrateur? Encore une fois, le roman démarre gentiment avec le bon vieux système du narrateur impersonnel, style la marquise sortie à 5 heures. Le conteur semble décidé à rester dans les coulisses.
police, et même à nous faire croire qu'il n'existe pas, comme si le roman avait été composé par la seule machine à écrire. Toutefois, il ne faut pas attendre bien longtemps avant que l'auteur tout à coup use du jeu, comme s'il avait lui-même pris une certaine part aux événements, puis que certains personnages brusquement s'emparent à leur tour du récit, eux aussi à la première personne, le docteur Lefort principalement, épisodiquement l'astronome Crespel, Hélène également, un témoin qui guette les mouvements des Allemands à sa fenêtre, un anonyme qui a connu Lefort à la faculté de médecine, la mère du narrateur intempestivement sur une question vitale d'étiquette sur les pots à confiture, et Dietrich, que je viens d'évoquer, mobilisé en Allemagne, dont les lettres aux 3/4 présentées avec des blancs résultant de la censure sont adressées à Hélène, dont il a été l'amant autrefois. On aurait pu admettre un chapitre entier à la première personne, une sorte d'alternance dans le procédé narratif, mais le roman peut très bien nous balader de la forme impersonnelle à la prise de parole intempestive de l'auteur d'un personnage, séance tenant d'un paragraphe à l'autre dans le même passage. Pour ne rien arranger, l'auteur fait appel, avec le plus grand sérieux quelquefois, à un observateur objectif qui superviserait l'exposé de l'ensemble des faits. On imagine logiquement qu'il s'agit de l'écrivain lui-même, quand il s'exprime de manière indifférenciée. Mais tout à coup, ce mystérieux observateur objectif est interpellé par Georges Tinès, qui tient à protester auprès du lecteur qu'il s'en démarque, créant du même coup une mise en abîme du processus impersonnel. Bref, le lecteur qui aime avoir une relation simple et claire avec le narrateur ne sait plus à quel saint se vouer. Au moins pourrait-il retrouver ses marques avec les personnages du roman. Voyons les protagonistes, les officiers allemands, l'auxiliaire Hélène, l'astronome Crespel, le médecin Lefort, qui se joignent bientôt à eux. Les Allemands sont, selon l'expression, parfaitement corrects. Ils se font du souci pour les civils, contrairement aux Alliés, dont l'aviation rase 2 villages par erreur. Jamais ils ne s'expriment sur le nazisme, ni sur l'éthique du conflit. Ils font leur travail consciencieusement avec une attitude chevaleresque. Leurs conversations sont aussi sereines et élégantes que celles des officiers britanniques dans les silences du colonel Bramwell d'André Mauroy. Quant à Crespel et Lefort, ils collaborent sans état d'âme. Crespel parce qu'il est enthousiasmé par les recherches scientifiques des Allemands, Lefort qui a perdu sa femme et ses 2 enfants parce qu'il conçoit pour Hélène, qui lui rappelle sa fille, un amour qui frôle l'inceste. Tous les deux sont censés emporter la sympathie du lecteur, alors que Berger, le résistant qui les espionne, est présenté comme le dernier des fourbes. Bref, Georges Tinès adopte une perspective diamétralement opposée à celle qu'on attendrait de n'importe quel auteur belge ou français, animé d'un minimum de sens national et a fortiori d'un écrivain qui s'est engagé dans la Royal Navy. C'est comme si Roger Nimier, au lieu du hussard bleu, avait écrit le Huon blanc. Et à quoi s'occupent-ils, nos aimables occupants? Le lieutenant Furman et Hélène, d'abord, s'absorbent dans un fichier de troupes à caserner, puis sont chargés de présenter des excuses à son propriétaire pour un chien abattu par erreur par une patrouille, avant de se consacrer au projet top secret que j'ai évoqué sur l'utilisation stratégique d'une certaine force de la nature, à savoir, tenez-vous bien, les éclairs et la foudre qu'il s'agit de capter
pour évidemment foudroyer l'ennemi. Des ronds-cuirs, en passant par la rubrique des chiens écrasés, l'auteur nous emmène ainsi dans une conspiration complètement surréaliste, assortie de considérations pseudo-scientifiques, dont il balance le vocabulaire technique à la figure du lecteur qui n'y comprend goutte, pour la bonne raison sans doute qu'il n'y a rien à comprendre. Les officiers, Crespel, le docteur Lefort, sont espionnés par un mystérieux homme en gris qui emprunte le tramway et qui a partie liée avec Berger, le résistant, lequel sera tué à cause d'un courant d'air. Près d'éternuer, en effet, il porte sa main à sa poche, geste malencontreusement interprété par un Allemand à la cachette nerveuse. On apprend alors que les artisans du projet sur la foudre sont en fait infiltrés par un service rival qui lui-même est peut-être couvert par une instance supplémentaire. Voilà comment on se retrouve pris dans une parodie des récits d'espionnage et d'aventure, style Black et Mortimer, inspirés par les armes secrètes que les nazis auraient voulu mettre au point, bombes atomiques, missiles, U-boats océaniques. Le projet manifestement loufoque de capter le feu du ciel imaginé par Tinès n'empêche nullement les personnages d'en débattre tout du long des pages avec le plus grand sérieux. Et c'est d'ailleurs un des aspects les plus remarquables et les plus agréables du roman que l'élégance parfaite de tous les dialogues, quand bien même les personnages échangent sur des sujets creux, sinon extravagants. Notons à ce propos que l'auteur a soin de signaler que les conversations entre Crespel, Lefort et les Allemands se passent dans la langue des occupants, que les occupés connaissent parfaitement. Du même coup, le lecteur assiste à une suite d'échanges entre beaux esprits dans la langue de Molière, tout en sachant qu'en réalité, si je puis dire, les propos étaient tenus en allemand. Ce décalage crée une incertitude qui traverse tout le roman et qui touche à l'aspect le plus essentiel d'une œuvre littéraire, la langue elle-même. Le minimum minimorum est qu'on sache dans quelle langue on lit. Or, le lecteur lit du français dont le narrateur ne cesse de lui rappeler que c'est en fait de l'allemand. Ce qu'il lit est donc du faux français ou du faux allemand. Il y a de quoi y perdre son latin. Son latin, le lecteur ne risque guère de le retrouver dans les multiples digressions du roman. À de nombreuses reprises, Georges Tinès semble abandonner le récit. Il va même jusqu'à s'excuser de son peu d'intérêt pour se livrer à des considérations d'allure poétique, obscurs souvenirs d'enfance, évocation de parcs, observations sur la dernière maison d'une ville, exposés philosophiques, scientifiques, anecdotes musicales, dont l'éruption ne peut que paraître très obscure au lecteur. Ici, j'avance une hypothèse hardie que ceux qui la trouveront scandaleuse mettront au profit de la faiblesse de mes moyens intellectuels. Je répète que j'entre à l'Académie par erreur. Je me demande s'il n'est pas arrivé à Georges Tinès de composer des simulacres de réflexion, des pseudo-spéculations dans le style cérébral cher aux intellectuels français, mais qui n'avaient en fait aucune signification réelle. Ne comptait-il pas que chaque lecteur savourait in petto, qu'il n'y comprenait rien, mais n'oserait pas l'avouer, surtout s'il s'agissait d'un respectable critique littéraire, et ferait semblant d'avoir suivi l'auteur jusque dans les arcanes les plus hermétiques de sa pensée. Quand on voit la mine facétieuse de Tinès sur la couverture de l'excellent essai de Valérie Catelin, je le soupçonne de s'être livré à une parodie des discours fumeux que certains mandarins du roman germano-pratin glissent avec affection dans leurs pages. Que Georges Tinès
et usé d'humour à travers tout le roman qu'il est recouru au faux sérieux pour traiter de l'imbroglio des relations entre les officiers et des expériences de la foudre, c'est, me semble-t-il, assez évident. Qu'en outre, il n'est pas répugné à quelques farces, j'en vois la manifestation dans les deux exemples suivants. Au dernier paragraphe du chapitre 21, il se réfère sentencieusement à un vers du poète latin Vulturnius et mentionne, je le cite, son commentateur le plus autorisé, qui n'a pu se décider sur le sens précis du fragment invoqué. Étant philologue classique et ayant étudié dans mon cours d'encyclopédie de littérature latine jusqu'au nom d'auteur dont on n'a pas conservé la moindre ligne, je suis resté le bec dans l'eau devant ce Vulturnius que Georges Tinès ne présente pas davantage que s'il s'agissait de Virgile ou d'Horace. Vulturnius, absolument inconnu au bataillon. Sans l'ouvrage de Valérie Catelin que je viens d'évoquer, je n'aurais pas appris que Georges Tinès avait lui-même composé des hexamètres dactyliques latins sous le pseudonyme de Vulturnius. On se prend à regretter que Bernard-Henri Lévy, grand lecteur de Jean-Baptiste Bauthieu, n'ait pas eu l'occasion de commenter ce passage du tramway des officiers. Il aurait certainement pu suppléer au commentateur le plus autorisé, dont Georges Tinès signale la décision. Je tire mon second exemple de l'ironie pince sans rire de Georges Tinès d'une autre citation qu'il met en exergue de son roman. Les romanciers aujourd'hui aiment apposer l'épigraphe sur la première page de leur œuvre. Elle les met illico sous l'égide d'un écrivain prestigieux, déniché dans le dico-citation en ligne, dont ils donnent à croire qu'il est leur lecture favorite. Or, que fait Georges Tinès? Il nous sert une citation, mais cette citation, c'est un extrait d'une lettre d'Hélène, son personnage féminin. Le tramway des officiers est ainsi d'emblée placé sous les auspices goguenards d'une phrase fictive d'un auteur qui n'existe pas. Quant au sens caché, sans doute, de cette citation d'une platitude totale, je cite, « De ces étreintes physiques, il est sorti comme une entente du cœur et de l'esprit », une fois de plus, il nous faudrait un PHL pour nous le dévoiler. La perplexité que cette pensée suscite en nous dès l'ouverture du roman n'a d'égal que celle qui nous restera quand nous le refermons. Un bon roman, me semble-t-il. C'est un roman qui, d'une manière ou d'une autre, nous a étonnés. Il nous a tenus en haleine par le sujet, par tel personnage, par telle considération. Il a introduit dans notre âme quelque chose de neuf que nous n'oublierons plus. Les mauvais romans, grâce au ciel, sont ceux dont on ne retient rien. Le problème avec le tramway des officiers, c'est qu'il nous aura procuré sans conteste de l'étonnement, mais pas un seul étonnement, comme celui qu'on éprouve à la fin d'un roman policier quand on découvre qui était le coupable et qu'on remonte le fil de l'histoire pour y retrouver la logique qui nous avait échappé. L'étonnement que le tramway provoque n'est pas d'un seul tenant, on l'a compris. C'est un étonnement à fragmentation qui explose dans tous les azimuts, du début à la fin. À tout moment, Georges Tinès semble dire à son lecteur « Ça va? Tu te situes bien? Tu es confortable ?» Le lecteur répond « Ok, Georges, pas de problème, tu peux y aller. » Et juste à ce moment-là, Georges Tinès lui balance un pavé en plein dans la mer de sa tranquillité. « Tu te croyais à Bruxelles? Attention, tu descends à Morlancourt. » Mais Georges, ça n'existe pas, Morlancourt. Tu es sûr? C'est à côté de Villers-Cotterêts. Hein? Ça existe, Villers-Cotterêts, non? Bon, admettons. Mais à propos de la date, en est quel jour, Georges? Tu m'as bien dit que je devais me transporter 12 mois après le 15
Le 15 septembre 1940. Oui. Alors comment est-ce qu'on peut se retrouver en 1942? Demande le narrateur. Justement, excuse-moi, mais c'est qui le narrateur? Je croyais que c'était toi, mais tu as dit que toi, c'était pas toi. Ben oui, c'est compliqué. Tout est compliqué, mon brave lecteur. Les bons, les méchants, l'allemand, le français, la science, la philosophie. La vie est compliquée. Essaye de réfléchir à tout ça si tu peux. La vie. Est-ce que le tramway des officiers nous dirait quelque chose sur la vie? Enfin, la vraie vie, je veux dire. Ce roman serait autre chose que le simple jeu de l'esprit dont il donne l'apparence. Sous ses airs dégagés, fantaisistes même, il couvrait quelque chose de sérieux. Dans ce cas, l'incertitude permanente à laquelle Georges Tinès nous confronte, ces bifurcations continuelles, ces digressions inattendues, ce serait la vie, ça. Une espèce de jeu de cartes que l'on rebat en permanence, qui nous oblige à chaque instant à nous débrouiller avec une nouvelle donne. Notre histoire sortirait d'un réseau inextricable de possibilités incertaines. Nous nous imaginons que notre vie suit tout simplement les rails de la réalité. Quand nous montons à Mousseau, nous sommes sûrs de descendre à la gare de Linkebeek, pas à un prétendu Ménilboisec. Et pourtant, Georges Tinès n'a-t-il pas raison? Songeons, chers amis, à la manière dont nous projetons notre vie à l'instant même. Lorsque ce discours barbant sera terminé, est-ce que vous ne vous dites pas in petto, bon, je vais reprendre ma bagnole que j'ai laissée rue de Louvain, je rentre chez moi à Waterloo, je me cale devant ma télé pour une heure de vraie culture, avec un bon Jack Daniels à portée de main. Voilà l'avenir simple et radieux qui m'attend dans les heures qui suivent. Le hic, c'est que tout à l'heure peut-être, ma voiture sera à la fourrière, que je rentrerai très tard et très énervé, que j'accrocherai mon rétroviseur à la porte du garage, avant de constater que le chat a renversé ma dernière bouteille de Jack Daniels sur le canapé. Devant ce désastre, je me rappellerai sans doute que la vie n'est jamais que le chemin que je me ferai, vaille que vaille, à travers le réseau des possibles qui s'ouvrent en permanence devant moi. Nous croyons trop facilement que notre vie est toute tracée, parce que nous n'en considérons que le passé qui a figé une fois pour toutes l'itinéraire hasardeux que nous avons emprunté. Mais la vie, dans le moment où elle se fabrique, est ouverte à tous les possibles. Elle en choisira un seul, sans que cela signifie que les autres n'existaient pas. Le roman, précisément, se saisit de ce vaste champ de possibilités. La fiction consiste à fabriquer ce que la vie aurait pu fabriquer si elle avait choisi d'autres voies. De ce fait, les événements et les personnages fictifs possèdent autant de vérités virtuelles que les événements et les personnages avérés. Je livre cette anecdote de mémoire l'ayant entendue de la bouche de Pierre Assouline. Les éminents simononiens de l'Assemblée me reprendront si nécessaire. Maurice Piron et Georges Simenon sont assis dans un café. Piron demande à Simenon: « Finalement, Georges, c'est quoi un roman ? » « Tu vois la fille derrière le comptoir, Maurice ?» dit Simenon. « Ah oui, c'est Ginette, la fille du patron. »« Tu es sûr qu'elle est la fille du patron ?» demande Simenon. Piron ne sait que répondre. « Ben tu vois, c'est ça, vraiment, » conclut Simenon. Le génie propre à
notre autre Georges Tinès est de nous mettre en présence non pas d'un autre possible de la vie isolée qui nous fait trop penser à la linéarité, si j'arrive à le dire, du réel basculé dans le passé. Son génie est de nous placer devant la diversité des possibles du réel en cours de réalisation. Le procédé est bien du grand scientifique que fut Georges Tinès, non seulement de l'éthologue qui avait étudié de près l'évolution des êtres vivants dans leur quête infatigable de la meilleure voie à l'adaptation, mais aussi du philosophe, admirateur de Bergson et de sa théorie de l'élan vital, cette force qui crée de façon aléatoire des structures biologiques toujours plus complètes. L'effet le plus certain de la lecture du tramway des officiers est de nous déstabiliser. Ce n'est pas pour rien sans doute que le tramway menace de dérailler dès la première page et finit par sortir de ses rails au chapitre 63. Non, la vie ne se déroule pas conformément à l'infaillible annuaire des chemins de fer et des paquebots emportés autour du monde par Phileas Fogg, qui affirme que l'imprévu n'existe pas. Georges Tinès rappelle à son lecteur que ce qui est arrivé n'était qu'une possibilité parmi d'autres. Il nous donne à voir une représentation de la période de la guerre à l'envers de sa représentation commune, parce que cet envers n'est ni plus ni moins significatif que son avers. La fonction essentielle du roman, me semble-t-il, est de présenter une alternative à notre représentation de la vie. Le roman remet en question les stéréotypes que nous installons dans nos esprits par facilité, parce qu'il n'y a rien que nous aimions autant que le plancher des vaches. Comme le dit Milan Kundera, que Gabriel d'ailleurs a rappelé, le romancier doit détruire les certitudes. Le romancier est l'explorateur de l'existence. Le romancier doit montrer le monde tel qu'il est, l'énigme et le paradoxe. Ainsi, nous voyons que Georges Tinès a accompli de manière exceptionnelle la mission du romancier qui est de nous introduire au mystère de la vie. Je me sens particulièrement honoré et interpellé par le privilège de succéder à un homme qui, non seulement par le roman, mais par toutes les activités si brillantes et si fécondes de son existence, n'a cessé de s'interroger avec humilité sur le mystère infini d'où est sorti l'être de l'univers et d'où surgit notre être à chacun d'entre nous. Merci de votre attention. Merci, cher Armel Job, pour cette analyse qui nous prouve au moins que si vous êtes entré par erreur à l'Académie, nous ne sommes pas trompés en vous recevant. Et j'espère que vous nous apporterez beaucoup de, comment disiez-vous, d'étonnement à fragmentation. Nous les attendons avec impatience. Et dans notre étonnement de ce soir, vous comprendrez que nous avons une prophétesse à l'Académie, que je remercie, puisqu'elle est écrite sur mon papier vers 17h, fin du discours. Et donc, je ne doute pas que la suite soit tout aussi fidèle à ce qui est inscrit sur mon papier, c'est-à-dire que nous allons avoir une réception. Je dois rappeler aux membres de l'Assemblée de garder leur masque durant la présence dans le palais, au dehors aussi.
Dans sa grande mansuétude, notre prophétesse vous autorise à l'enlever pour boire un verre ou manger quelques akouskis. Nous avons songé à remplacer les cocktails par de l'eau de javel, avec sa purifie l'intérieur, et nous y avons renoncé. Et surtout, je vais vous demander de sortir rangée par rangée. C'est moi qui donnerai le top départ. Il faudra environ 3 minutes par rangée, je compte sur vous. Et l'ordre sera le suivant. Les académiciens, top, je vous invite à sortir de la salle. Minutes, c'est pour les ranger, les académiciens peuvent aller plus vite.